Salut, bienvenue, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, avec Cédric Simonin, Bonjour Eric. un grand sportif de l'éternel, si on considère que la gonflette est un sport, et que le golf aussi est un sport. Je ne Je dis ça rentrerai parce pas que dans ce débat-là. Vous m'avez mis, pour préparer l'émission, vous m'avez mis une émission qui va vous faire transpirer. Oui. Les villes étouffent, nos villes étouffent, nos logements surchauffent. Quelle solution? Voilà donc le thème de Igloo aujourd'hui avec Gilles Garnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Ilios Ingénierie. Exact. Rappelez-nous rapidement en deux mots. Ilios Ingénierie, c'est une équipe de 13 personnes qui travaillent dans le monde du bâtiment, donc une maîtrise d'œuvre bâtiment, multisciences, acoustique, incendie, thermique, fluide, réseau enterré, plomberie et compagnie. Donc l'expert qu'il nous fallait pour parler de cette question sur la surchauffe de nos logements, évidemment. Et puis en plus, là, la saison chaude arrivant, c'est vraiment le sujet du moment. Ah bah attendez, je suis déjà. Hein. Ah ouais, Hein, je suis vous déjà. êtes fort. Hein. Et donc Faites effectivement, pas que de la gonflette, on va, finalement. on va vous faire transpirer. Ah, bah, oui, alors, on transpire quand on fait du sport. Quand on écrit des bouquins aussi, normalement, on est censé transpirer. Je dis censé, mais là, C'est gros Je- hein, pour ceux qui écrivent des gros bouquins. je ne vise pas les personne. petits. Alors effectivement, la saison chaude arrive. Et on commence à parler d'îlots de chaleur urbain. Et j'aimerais bien qu'on commence par expliquer à nos auditeurs ce que c'est qu'un îlot de chaleur urbain et aussi pourquoi il fait plus chaud qu'en ville qu'à la campagne. Bon. Question qu'on se pose souvent. Alors, îlot de chaleur urbain, ça découle d'un souhait de densification d'occupation dans les villes, hein, tout simplement. C'est une décision urbanisme et politique qui est de créer des mégapoles, des europoles, des comcom un peu imposantes. Et donc, dans ces espaces-là, qui sont dans une spatialité précise, il y a des masses de voitures garées au bord des routes, il y a du bitume et du pavé sur une grande partie du sol, il y a des cubes de bâtiments plus ou moins hauts qui cassent l'aérolique urbaine, parce que si on a la chance d'avoir un fleuve, une rivière à côté, on pourrait avoir quelques courants d'air, mais ce jeu de Lego casse un peu la ventilation naturelle, ce qui fait que en journée ensoleillée ou même ciel couvert, on a une sorte d'emmagasinement, d'accumulation de chaleur en période diurne, de jour, qui après se stocke dans toutes ces matières, bitume, béton, acier, terre cuite et masse métallique de voiture, par exemple. Et donc, on a une restitution de cette chaleur la nuit, ce qui fait qu'on n'a plus des cycles normaux, naturels, de chaleur forte la journée et de réduction de température la nuit qui nous permettrait de créer une température moyenne. Donc on a un effet de concentration de chaleur sur 24 heures d'une journée d'été. D'autant que si je dis pas de bêtises, il me semble que la climatisation rejette de l'air chaud évidemment Voilà. et augmenterait, donc dis-moi si je dis pas de bêtises sur le chiffre, entre 2 et 2,5 degrés la température des villes. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle la pollution dans les villes. Alors, c'est du gaz d'échappement, c'est du bruit, comme tout le monde auquel pense. Par contre, de par l'évolution des réglementations thermiques qui ciblaient les performances en hiver, on a été tenté, poussé, incité, subventionné pour mettre des pompes à chaleur. La technique la moins coûteuse des pompes à chaleur étant de travailler sur l'air. Donc, c'est ce qu'on appelle pompe à chaleur air-eau, en réémettant à l'intérieur du bâtiment avec un vecteur eau. Et ces pompes à chaleur, effectivement, captent l'été de la fraîcheur dans l'ambiance urbaine et rejettent de la chaleur. Donc elles participent à cet emmagasinement, cette concentration de chaleur dans une faible spatialité naturelle. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est l'impact que ça peut avoir sur nos logements, notamment en termes de canicule, en temps de canicule, pardon? Tout d'abord, au premier degré, c'est plein de bon sens. On avait l'habitude, nos parents, grands-parents, d'ouvrir la fenêtre la nuit, quitte à avoir le chant du coq le matin à 4 heures, c'est pas grave, puisque la nuit, la température rebaissait. Donc, on ouvre les fenêtres, on évite d'avoir trop de bruit dans le quartier. Et donc, on emmagasine une température plus faible qui rentre dans le logement avec des effets de traversance, de petits courants d'air. Et on rafraîchissait l'intérieur des murs pour que dans les quelques heures qui suivent en journée, cette fraîcheur qui était rentrée prendre la place de la chaleur se restitue tout doucement pour essayer d'atteindre jusqu'à la prochaine nuit. Ça, c'était l'idée des fermes en pierre, avec des courants d'air, des remises, des cours fermés où on ouvrait le portail,
où il n'y avait pas autant de voleurs qu'à l'époque, que maintenant, et où on faisait du courant d'air porte ouverte la nuit. Donc c'était pour jouer avec le volant thermique de tous les murs, de tous les planchers, du mobilier qui est dans les logements, pour qu'il devienne un élément de stockage gratuit de fraîcheur, pour le restituer quelques heures plus tard. C'est ce qu'on appelle l'inertie thermique. Et la température ne baisse plus assez, donc, maintenant. Parce qu'elle baisse quand même. La température, la source rafraîchissante de nuit, d'été, ne descend plus. On n'a pratiquement plus que 1 ou 2 degrés. On a fait des mesures récemment sur un quartier de Strasbourg qui est très urbanisé. On baisse que de 1 ou 2 degrés, alors qu'on a des données météo d'il y a 30-40 ans où on baissait de 7, 8, 9, 10 degrés sans avoir d'orage en présence. L'orage aurait amplifié, mais sans orage, on baissait de 7, 8, 10 degrés dans des banlieues de villes. Ah oui, donc ça, c'est on a perdu dangereux. Énormément. Mais c'est assez étonnant parce que quand on regarde sur son appli la météo, on a tendance à penser que ça baisse quand même la nuit. Mais vous me parlez de 1 ou 2 degrés seulement. 1, 2, 3 degrés pour les journées chaudes du mois d'août. C'est ce que l'on voit. On instrumentalise des bâtiments pour voir, pour apprendre. C'est un phénomène qui ne se modélise pas. Et on a des chutes que de 1, 2, 3 degrés début août, mi-août, quand on a vraiment des chaleurs écrasantes la journée. Et encore, quand vous parlez de chaleur écrasante, on parle de quoi? Une quarantaine de degrés 40 au pic degrés, de la journée. Tout dépend des régions. On est dans une région, enfin nous sommes strasbourgeois, on est dans une région très plate, très peu de vent, malgré le Rhin, et on monte à 40, 42, 45 la journée, certaines journées de l'été assez fréquemment. Au soleil. Oui. Donc façade plein sud, ensoleillée, avec les portes-fenêtres de séjour magnifiques et les garde-corps qui captent tout ce qui est émis, quoi. Sachant qu'on avait reçu Carlos Moreno il y a quelques années, qui avait évoqué l'idée qu'en 2050, on allait avoir des pics de chaleur à 50 degrés. Voilà. Ça veut dire qu'on aurait des nuits à 35, 40. Oui, 50, on descendra à 40, 42, 45. Et là, c'est insupportable la nuit. Là, c'est insupportable. Après, on revient sur le sujet du rafraîchissement dans les logements, de la climatisation. Donc, c'est là où il ne faut pas amplifier le phénomène. Il faut avoir de l'intelligence. Alors, justement, vous avez parlé d'inertie thermique. Est-ce que vous pouvez, en 2 mots, nous expliquer ce que c'est et en quoi ça peut nous aider à garder la fraîcheur chez soi? Alors, l'inertie thermique, c'est quoi? C'est quand on prend une enveloppe d'un logement ou d'une maison, peu importe. On a une strate isolante, on a une sorte de couverture qui nous protège du froid l'hiver, puisque nous sommes au niveau réglementaire en Europe obsédés par le confort d'hiver et on occulte un peu trop le confort d'été, mais le climat est en train de nous remettre du plomb dans la tête. Et donc cette strate isolante, on peut la mettre en dehors ou à l'intérieur de l'ossature porteuse, qui peut être en bois, en métal ou en béton ou en maçonnerie. Et donc l'inertie thermique, c'est toute la masse, on peut la qualifier en kilos. C'est toute la masse en kilos ou en tonnes qui est à l'intérieur de cette strate isolante, qui concerne la toiture, les murs, le plancher bas. Tout ce qui est à l'intérieur de cette strate isolante, c'est ce qu'on appelle l'inertie thermique. Ça se caractérise en kilos, c'est très simple. On additionne des kilos de maçonnerie et des kilos de béton et autres. Et cette masse de kilos, on peut la traduire en capacité à déphaser la température de l'extérieur qui est très virevoltante entre le jour et la nuit et à temporiser l'ambiance intérieure pour essayer de capter de la fraîcheur, comme j'ai dit tout à l'heure, et la restituer en journée pour faire un adoucissement naturel. Alors justement, est-ce qu'il y a des matériaux ou des astuces de construction qui permettent de mieux résister à la chaleur? Alors il y a des astuces, oui, qu'on redécouvre et qu'on apprend surtout de nos anciens, il faut l'avouer, c'est pas par l'informatique ou l'IA qu'on retrouve ce genre de choses. Il y a des astuces, tout d'abord, la masse volumique et la masse des isolants. On a la chance... Pour l'instant, on redécouvre par l'outil informatique les apports. C'est que nous avons des isolants qui existent, qui sont assez lourds en masse volumique. Ça peut être de la laine de bois, de la laine de roche haute densité. Il y en a d'autres. Ça peut être aussi des isolants à base d'herbe. Il y a un luxembourgeois qui fait des isolants à base d'herbe comprimés du style botte de paille, qui sont avec une masse volumique très forte, qui ont la capacité thermique pour nous protéger du froid l'hiver et qui, l'été, deviennent un élément capacitif, en même temps que la dalle en béton, le mur en béton ou le mobilier de la cuisine. Ça devient un élément capacitif. L'isolant participe également à lui-même à augmenter ce volant thermique et cette inertie thermique. Un deuxième élément aussi intéressant, et on a été un peu pollué par les réglementations thermiques d'hiver, c'est que le sol est notre allié. On le voit en travail en milieu urbain, on déminéralise les sols, puisque le sol a un volant thermique énorme, bien plus puissant que le soleil qui vient frapper le sol. Et le sol est une source de fraîcheur décalée. Alors, ce n'est pas du moins 5 degrés, c'est du 13, 14, 15, 16 degrés, quand dehors il fait 30, 35. Mais donc, il faut qu'on apprenne à se servir de l'ami-sol qui se trouve sous notre bâtiment ou sous notre maison. Bon, le principe de la géothermie ou des puits canadiens.
géothermie, puits canadien, et tout simplement moins isoler ou ne pas isoler le sol de la maison qui est sur le contact, le plancher bas de la maison qui est sur le contact du C'est quoi sol. un puits canadien, pardon? Un puits Technique, canadien, faut qu'est-ce que demander. c'est un capteur de fraîcheur qui se balade sous forme d'un tuyau qui chemine dans le sol extérieur. Et on prend de l'air ambiant, qui est très chaud au mois d'août, et on le fait cheminer à une certaine vitesse dans un gros tuyau, dans un petit tuyau, dans de multi-tuyaux, sur une longueur qui fait que l'air chemine pendant au moins 30 secondes à 1 minute dans le sol, avant d'aboutir dans le logement pour devenir de l'air hygiénique. Et ce sol a capté 3, 4, 5, 6, 8 degrés de fraîcheur par rapport à l'air ambiant extérieur. Et pourquoi ça s'appelle un puits canadien? Parce que ce sont les Canadiens qui Les Canadiens l'ont qui fait, mais eux, l'utilisent. ils le faisaient par rapport aux périodes enneigées, où leur système de chauffage, de climatisation, ou leur cheminée dans leur chalet à bois avait besoin d'amener d'air. Il y avait 1,50 m de neige dehors, donc ils faisaient cheminer ça dehors dans le sol pour pouvoir échapper aux problèmes d'enneigement en pied de toiture ou autre. Et donc, ils se sont servis ça. On dit Mais- aussi puits provençal. Ok. Ça, c'était les Romains. Ok. C'est pas nouveau parce que les Grecs et les Romains, justement, Voilà. utilisaient cette technique pour rafraîchir les Voilà, bâtiments. exactement. Les matériaux sont assez faciles à mettre en œuvre dans le neuf. Quid Oui. de la rénovation? La rénovation, l'idée, c'est de composer toujours avec l'existant. Ça, c'est la règle que tous les professionnels maîtrisent. Et l'idée de la rénovation, justement, je vais me répéter un petit peu, c'est de travailler avec ses alliés. C'est-à-dire, on a un bâtiment existant, une toiture existante, on va renforcer l'isolation. Mettons en place une isolation qui participe à ce volant thermique de confort d'été. Donc, il faut utiliser des isolants qui soient lourds. On peut avoir des rampants de toiture de vieilles charpentes avec des tuiles qui, avec une certaine qualité d'isolation dense et une épaisseur, sont pratiquement équivalents à un rampant de toiture en béton. Donc on a, alors tout ça, il faut connaître la physique des matériaux et autres, et on peut concevoir et travailler avec le sol et là avec la végétation. Alors, pour un professionnel, c'est assez facile de comprendre quelle est la valeur ajoutée d'un bureau d'études comme Ilios. Oui. Maintenant, pour un particulier, si vous aviez à lui expliquer le rôle que vous avez, vous, en tant que bureau d'études, pour améliorer justement le confort thermique des logements. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la réglementation, les exigences de DPE poussent à la focalisation du confort d'hiver, aux économies d'énergie. Ça a été lié à la crise du pétrole, aux histoires géopolitiques. Et là, il faut vraiment, et heureusement la nature nous le rappelle, il faut vraiment concevoir dorénavant nos enveloppes thermiques d'hiver pour qu'elles soient un peu réversibles et souples pour que les 2, 3, 4 mois d'été, elles ne soient pas complètement déphasées et antinomiques. Donc il faut repenser notre façon d'isoler dans l'ancien. Il faut travailler avec des gammes d'isolants comme je l'ai évoqué, et il faut travailler avec les inerties existantes. Si l'on a la chance d'avoir un sous-sol qui est une ancienne cave et qui a de la fraîcheur, une bonne cave à pinard, il faut retrouver les vertus du sol battu, et il faut concevoir une rénovation où l'été, par exemple, on ouvre des portes d'une cage d'escalier pour que cette fraîcheur latente du sous-sol puisse devenir un élément naturel qui monte par tirage thermique tout simplement, apporter de la fraîcheur au premier niveau de la maison ou du logement habité. Donc c'est vraiment ces deux critères-là. Les bons matériaux, une bonne conception été-hiver au niveau de l'enveloppe thermique, et voir où sont ses alliés. Si la nappe phréatique est pas loin, c'est un allié puissant, une puissance infinie. Il ne faut pas la gaspiller, il ne faut pas la polluer, mais on peut lui piquer un tout petit peu de choses qui seront un maximum pour nous pour dormir l'été. En guise de conclusion, là, avec les canicules qui deviennent de plus en plus fréquentes, est-ce qu'on doit changer notre manière de construire, voire même de penser la ville? Moi, je pense que oui, il faut réfléchir la densification des villes. Donc ça, c'est le rôle des urbanistes et des élus qui veulent densifier des quartiers pour libérer de la surface au sol. Donc la mode est de monter avec des tours. Il faudrait plus réfléchir à l'aérolique urbaine. On a la chance d'avoir des villes comme Lyon, Bordeaux, Strasbourg, qui ont des masses d'eau voisines, qui sont des brises d'été permanentes à certaines altitudes. Donc il faudrait, je pense, réfléchir à l'urbanisation, pas seulement par rapport au droit au soleil, le droit à la lumière, ce qu'on fait déjà avec des modélisations, mais penser aussi à l'aérolique urbaine, qui est un élément très important, qui est déjà intégré grandement dans des pays comme les États-Unis, le Canada et l'Autriche, puisque nous avons des outils canadiens, nous, pour nous aider à concevoir là-dessus. Et donc, vraiment, travailler avec tous les éléments naturels pour concevoir des formes urbaines ou des plans d'urbanisation. C'est la première chose. Évidemment, retirer la voiture au maximum, et on est en train de le vivre avec toutes les tensions sociales que ça suscite, puisque on a besoin malgré tout de la voiture en ville, mais la retirer. Surtout éviter que les voitures soient garées au soleil. C'est tout simple.
Donc amener un apport végétal qui marie le stationnement de la voiture, qui est une masse métallique morte, avec du végétal qui le protège du rayonnement direct et qui évite le capacitif. Il y a des centaines de sujets comme cela. J'avais encore une petite question. Sur ma dernière conclusion, je viens d'y penser. Oui. Au regard des évolutions liées à l'augmentation des températures, empiriquement, les gens disent toujours je veux un appartement en sud, sud-ouest. Oui. J'ai mon avis sur la question Oui. qui est plutôt contre. Je milite dans ce sens-là en disant je préfère les orientations nord-est. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Moi, j'adore le nord. C'est la lumière d'artiste. C'est Elle est vrai. constante. Elle est constante, ça Déjà, c'est en vrai. éclairage naturel pour la rétine, elle est constante, pratiquement sur l'année, à ceci près. Et le sud, le problème de nos logements sud, qui sont prisés au niveau commercialisation, c'est que nous ne mettons pas assez de moyens sur les projets pour adapter les protections solaires des vitrages. J'ai oublié d'évoquer ce sujet. Pour adapter les protections solaires des vitrages, pour qu'elles aient également une fonction de tamisage de lumière. Nos projets français, en général, c'est tout ou rien au niveau des protections solaires côté sud. Donc, si vous voulez vous protéger du soleil sur une porte-fenêtre de séjour qui donne sur un balcon sud, souvent, vous êtes obligé d'occulter à 100% l'éclairage naturel du séjour. On a un gros problème là-dessus. On n'a jamais voulu prioriser, je dirais, ce bon compromis entre le maintien d'un éclairage naturel et la filtration des rayonnements solaires. Donc, on a beaucoup de choses à apprendre, mais on connaît le sujet, sauf qu'on ne s'est jamais donné les moyens d'apporter un vrai service honnête, complet aux futurs acquéreurs de logements. Et ben voilà encore un chantier à mener pour les pouvoirs publics. Merci beaucoup. Merci Gilles. À très très bientôt. Bonjour à vous et à vos associés du côté de Ilios Ingénierie. Merci Cédric. Simonin, igloonair.com, c'est le site internet. Il y a toutes les infos et les émissions à voir et à revoir et à revoir et à revoir. Presque on arrive 300 bientôt à 300. émissions. Ouais, c'est pas mal du tout. Et puis on est sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast. À bientôt. C'était Igloo, le Mac de l'habitat. Ciao. Au revoir.